Hello les TG3. Alors, on va aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans la vidéo enfin dans la vidéo, non, dans l'échange qu'on a eu par ordinateur la semaine dernière, on va donc terminer le chapitre sur la guerre froide. Alors, il nous restait plus, hein, si je me souviens bien, on avait vu tous les événements donc moyen-orientaux qui à la fois, souvenez-vous, d'un conflit vraiment localisé à une région, à un point chaud, un point stratégique, faut bien le savoir quand même, avec notamment l'approvisionnement en pétrole. Ces guerres très localisées, que ce soit entre Israël et les pays arabes, ou là entre l'Iran et l'Irak, puis ensuite donc cette révolution, enfin juste avant cette révolution religieuse islamique en Iran, préfigure déjà le monde de l'après-guerre froide. On ne le comprend pas encore à ce moment-là, mais cet affrontement, je vous l'avais dit je crois en classe, cet affrontement Est-Ouest, qui aura cette direction essentiellement Est-Ouest pendant de 1945 jusqu'à 1991, va petit à petit virer à un affrontement nord-sud entre pays riches et pays pauvres, avec comme acteur central l'intégrisme religieux, notamment par le biais de l'islamisme, mais aussi donc le terrorisme. Mais ça sera le sujet d'un chapitre suivant. Alors, donc ça, on avait vu, et donc il nous restait à voir le dernier point, qui est donc l'effondrement du bloc soviétique. Alors, je vous avais expliqué très rapidement dans la visio de la dernière fois un petit peu le contexte. Encore une fois, si dans les années 60, la croissance économique avait plutôt détendu un petit peu l'atmosphère entre les deux grands, plutôt confrontés chacun de leur côté à des contestations internes. Les chocs pétroliers des années 70, donc 73 et 79-80, vont de nouveau crisper les choses et changer un peu les règles du jeu, puisque là, l'argent ne coule plus à foison, et qu'il faut faire des choix. Et donc, comme je vous l'avais dit, l'URSS étant une dictature, elle a peut-être moins de choix à faire, puisque le bien-être de sa population n'est peut-être pas forcément une priorité, parce que de toute façon, voilà, toute forme d'opposition est réprimée très rapidement, donc voilà, on a l'impression que tout va bien. Mais dans une démocratie, voilà, le mécontentement apparaît, les gens votent, les gens manifestent, et donc, dans un premier temps, les États-Unis sont obligés de se replier un peu sur eux-mêmes pour essayer de se consacrer à limiter, on va dire, les conséquences négatives de la croissance économique dans la société américaine. D'autant plus que dans ces années 70-80, vous avez, enfin 70 surtout, quelques scandales qui apparaissent où on constate effectivement que les États-Unis, enfin les services secrets américains, financent ou aident, techniquement parlant, comme je vous avais dit, des dictatures. euh, Tant qu'elles étaient pro-américaines, le gouvernement américain fermait un peu les yeux sur le côté dictature. Seulement, il y a des dictatures qui étaient particulièrement sanglantes en Amérique centrale, en Amérique du Sud, comme au Chili. Et donc, bon, voilà, il y a des petits parfums de scandale qui apparaissent quand même, parce que ça met le désordre quand même quand on se veut être le modèle de démocratie, le leader du monde libre, et qu'en même temps on soutient des régimes de dictature. Du moment qu'ils voilà, combattent le communisme ou qu'ils refusent toute idée du communisme. Ensuite, vous avez aussi des petits scandales aussi politiques comme la crise du Watergate,
en 1972, si je me souviens bien, où on a le président Nixon qui est en campagne électorale pour sa réélection et dont on apprend qu'il a mis des micro-espions dans le bâtiment du siège des démocrates, hein, donc de ses opposants, donc, qui s'appelle le Watergate, hein, d'où le nom de la crise. Donc en fait, il espionnait les réunions des chefs démocrates pour leur piquer leurs idées ou éventuellement plus facilement les contrer et pas être pris au dépourvu par les plans des démocrates. Alors résultat, ben, voilà, on est là encore une fois dans un modèle de démocratie et les gens s'espionnent comme au pire moment des dictatures ou des régimes totalitaires de la Deuxième Guerre mondiale. Donc clairement, ça fait désordre et d'ailleurs Nixon sera amené à démissionner parce que voilà, il ne peut pas dire que voilà, il est mis, il est œuvré véritablement à l'honneur et à la puissance du pays. Donc on sait bien que les États-Unis à ce moment-là sont la risée du monde entier et notamment de l'URSS qui rigole bien de voir que finalement les pratiques que les États-Unis critiquent à l'égard de l'URSS, bah, finalement sont les mêmes aux États-Unis. Donc, dans les années 70, les Américains voilà, lâchent un petit peu prise. Et d'ailleurs, il y a même un accord qui est signé avec l'URSS. Bon, je vous raconte tout ça, c'est pas trop dans le cours, mais c'est quand même pour que vous remettiez un peu le contexte, parce que c'est plus maintenant dans les programmes, mais c'est un peu bien dommage, parce que ça aide quand même à la compréhension des choses. Et en 1973, vous avez une conférence à Helsinki, donc en Finlande, qui est signée avec d'un côté, on s'engage, les deux grands s'engagent à limiter hein, un petit peu leur fabrication d'armes. Hein. Donc vous allez avoir ce qu'on va d'abord appeler les accords SALT. Alors c'est pas des accords sur le sel, hein, donc, mais ça s'appelle bien SALT, donc Strategic Arms Limitation Talks. Donc des accords hein, des pourparlers sur la limitation des armes stratégiques, autrement dit des armes nucléaires. Puis ensuite, on aura les accords START, hein, donc là, sur la réduction hein, des armes nucléaires, parce qu'il faut faire des économies. Hein, et comme je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, faire péter 20 fois la planète, ça ne sert pas à grand-chose. Donc les deux s'accordent, hein, histoire de se faire un peu des économies dans la recherche militaire. Et à ces accords d'Helsinki, bah, finalement, les Américains reconnaissent les frontières européennes qui ont été plus ou moins dessinées à l'issue de la fin de la guerre, c'est-à-dire qu'elle reconnaît finalement que l'URSS se soit emparée de la plupart des pays d'Europe centrale, qui sont devenus des démocraties populaires complètement à la solde de l'URSS. Et donc, voilà, les États-Unis ne remettront plus en cause ces frontières, donc c'est une belle victoire diplomatique pour l'URSS. Alors bien sûr, il y a toujours des contreparties hein, dans ces cas-là, et l'URSS s'engage à respecter les droits de l'homme dans les pays qu'elle domine. Vous pensez bien que ça n'engage à rien, sachant que personne ne pourra vérifier ce qui se passe dans les pays contrôlés par l'URSS. Mais on voit bien qu'il y a donc une volonté un petit peu d'apaisement. Et quand je vous disais tout à l'heure que les Américains battaient un peu en retraite dans certains pays, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Afrique, l'URSS, elle, ne peut pas résister. Quoi. Elle s'engage du coup à essayer de s'emparer de ces pays-là, hein, qui deviennent d'un seul coup des proies fragiles. Et vous avez donc des révolutions communistes qui se développent au Nicaragua, par exemple, en Amérique centrale, des mouvements communistes qui se développent aussi dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, qui se développent en Afrique. Et on va en reparler dans quelques instants en Afghanistan, et ce qui va être une grosse erreur de la part de l'URSS. On en reparle dans quelques minutes. Donc, des années 70, marquées par la crise économique, marquées par voilà, une politique d'économie, hein, de dépenses militaires, hein, parce que voilà, il faut le consacrer cet argent à autre chose, des États-Unis un peu en crise de confiance et un peu en repli, l'URSS qui en profite pour avancer ses pions et avoir un peu plus d'influence dans le monde. Pour autant, vous voyez ce grand C, hein, l'effondrement du bloc soviétique et de l'URSS.
On pouvait ne pas s'y attendre par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et pourtant ça a été relativement vite plié. On voit ça tout de suite. Alors, vous avez donc une série de documents que je vous laisserai lire. Vous avez, parce que je vais vous les expliquer autrement après, vous avez deux termes qui vont être fondamentaux pour l'explication de cette chute. Enfin, il y a un bonhomme, Gorbatchev, et deux termes, perestroïka et glasnost, sur lesquels je vais vous donner quelques explications après, qui vont, même si ce n'était pas la volonté de Gorbatchev, vont précipiter la chute de l'URSS. Et qui va, par exemple, une chute d'une part de manière interne, puisque l'URSS va exploser. L'URSS, c'est 22 républiques soviétiques socialistes qui vont exploser et chacun va reprendre ses billes. Mais aussi les pays satellites vont ensuite, dans un deuxième temps, les démocraties populaires, vouloir obtenir leur liberté. Donc on voit bien ici, c'est un peu une caricature donc, de Plantu, je vous l'ai mis sur la page Facebook, c'est quand même un petit événement historique en soi. Arrête donc de dessiner pour le journal Le Monde, tout au moins, après je ne sais plus combien de décennies de carrière au sein de ce journal. C'était devenu un peu la marque de fabrique du Monde. Et donc mercredi dernier, il a remis le capuchon sur le stylo et voilà, on n'aura plus de caricatures de Plantu, tout au moins dans le journal Le Monde. Alors on voit bien ici l'explosion de l'URSS, avec chaque leader ici qui reprend un petit peu donc, le drapeau de sa république. Donc ici Boris Eltsine qui sera le futur homme fort de la Russie, qui devient donc le président de la République russe. Et puis ici vous en avez un pour la Biélorussie, vous avez ici l'Ukraine. Et puis on voit ce Gorbatchev qui finalement n'a plus de drapeau lui-même. Il ne représente plus rien puisque tout est parti en morceaux. Alors il y aura eu bien, je ne vais pas développer ça, il y aura une tentative en 1991 des communistes, on va dire nostalgiques, les purs, de vouloir reprendre le pouvoir, mais ça va échouer, et donc on peut dire que c'est tout au moins le croyait-on. On ne sait pas trop si avec Vladimir Poutine on peut encore parler de retour du communisme. C'est pas tout à fait faux, mais c'est loin d'être vrai. En tout cas, le communisme tel qu'on l'a connu pendant la guerre froide va définitivement disparaître. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je voulais vous montrer plusieurs choses. On peut toujours commencer par ça d'abord. Donc les années 70 à 90 sont marquées par un affaiblissement de l'URSS où les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Donc je vous ai parlé de l'avancée des pions de l'URSS dans le monde. Ce n'est pas antinomique avec ce que je viens de marquer là, parce que au fur et à mesure, comme je vous disais, les États-Unis sont obligés de faire des économies. L'URSS, elle n'en fait pas, puisqu'elle considère que voilà, l'intérêt individuel de la population passe après l'intérêt de la nation. Et donc, elle dépense. Elle continue à dépenser dans l'armement, à financer des armées communistes à travers le monde. À Cuba, par exemple, elle achète à prix d'or la canne à sucre cubaine ou les cigares cubains pour voilà, maintenir un régime communiste à Cuba. Donc il dépense sans regarder, avec donc, parallèlement une population qui vit de moins en moins bien. On peut trouver assez facilement sur Internet, j'ai pas eu, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais pu le faire, des images où on voit la population russe qui fait la queue devant des magasins dont les rayons sont aux trois quarts vides, parce que voilà, les ravitaillements sont de plus en plus difficiles parce que l'URSS n'a plus les moyens d'acheter des produits alimentaires parce que l'URSS ne fournit pas. Elle est très puissante dans l'usine, dans la fabrication d'armements, dans la fabrication d'industries lourdes, des barres de métal, des barres d'acier, etc. Mais en biens de consommation, c'est la carence totale. Donc, les conditions de vie se dégradent, l'opposition de temps en temps, quand elle se manifeste, sont réduites au silence très rapidement, et les hôpitaux psychiatriques se remplissent assez vite, parce que, voilà, généralement, les contestataires, on les considère fous et sont donc internés.
je vous parlais de l'erreur tout à l'heure de l'URSS, c'est que, ben voilà, je vous ai parlé de la crise pétrolière, il lui faut quand même du pétrole, elle en a, mais pas suffisamment, et donc il y a un pays voisin, hein, l'URSS, au sud de l'URSS, coincé entre l'Iran et le Pakistan, vous avez l'Afghanistan, qui est un allié hein, de l'URSS, ils ont toujours entretenu de très très bonnes relations, mais ces bonnes relations, ça suffit plus pour l'URSS, elle a besoin de prendre le contrôle de ce pays qui a pas mal de réserves de pétrole. Donc elle lance un coup d'État en douce. Hein, les services secrets soviétiques implantent des communistes hein, qui prennent le pouvoir, qui sont aussitôt renversés par le peuple afghan qui n'a pas forcément envie, dont une partie n'a pas envie du tout d'un régime communiste. Et donc, les communistes qui avaient le pouvoir ont beau jeu de demander du coup de l'aide à l'URSS, qui débarque avec son armée pour essayer d'assurer le pouvoir communiste en Afghanistan et ainsi pouvoir disposer des ressources pétrolières. Pour la faire simple, en quelques instants, je développe pas, c'est exactement, enfin, tout le monde dira, enfin, beaucoup de gens diront que l'Afghanistan pour l'URSS, c'est le Vietnam américain. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'URSS va réussir, l'armée soviétique va réussir à plus ou moins prendre le contrôle des villes, comme Kaboul par exemple, mais sera incapable de contrôler les campagnes avec c'est un pays qui est très montagneux, les Moudjahidines, hein, donc c'est les résistants afghans plutôt religieux, hein, se cachent dans des grottes dans les montagnes que les soviétiques ne connaissent pas. Et donc, quand vous avez des convois militaires qui passent dans des routes qui longent les montagnes, d'un seul coup, vous avez des commandos qui sortent des montagnes sans qu'on sache d'où ils sortent vraiment, qui font des actions coup de poing, détruisent les chars, redisparaissent aussitôt. C'est un peu la même chose que les Vietnamiens dans les forêts équatoriales du Vietnam. Donc c'est exactement la même chose. Et donc du coup, l'URSS va dépenser encore plus d'argent pour essayer de maintenir coûte que coûte ce pouvoir communiste. Et ils ne verront jamais le jour de cette guerre qui va à la fois leur faire perdre beaucoup de crédit aux yeux du monde, comme les États-Unis à l'époque au Vietnam. On va beaucoup reprocher à l'URSS cette guerre que personne ne comprend vraiment. Et puis ils vont accélérer encore plus leur endettement pour, qui va être lourd de conséquences après. Alors, donc on arrive dans ces années 80 où, vous voyez, on a, si je remets en place le puzzle, hein, vous avez Gorbatchev qui arrive au pouvoir. C'est une nouveauté parce que Gorbatchev, quand il arrive au pouvoir, il a 54 ans, c'est vraiment un petit jeune. Il faut savoir que les années précédentes, il y a eu deux chefs d'État, hein, après la mort de Brejnev, deux chefs d'État qui avaient 72 et 78 ans, je crois, quand ils sont arrivés au pouvoir, et qui sont restés 2 ans au pouvoir, plus ou moins, un, 2 ans, l'autre 4 ans, je crois, et qui sont morts de vieillesse ou de maladie. Il faut dire que c'est très pyramidal en URSS, hein, et vous suivez une hiérarchie, et vous montez dans les échelons régulièrement avec des étapes prédéfinies, ce qui fait que quand vous arrivez en haut de la hiérarchie, bah, généralement, vous n'êtes plus très loin du cimetière. Hein. Donc, vous êtes en tête, mais vous êtes vieux. Et donc, ça a été le cas 2 fois. Et donc, l'URSS est tout à fait consciente que bon, des choses doivent changer. Et ils mettent du coup un petit jeune, Gorbatchev, qui arrive au pouvoir, 54 ans seulement, et qui a la ferme intention de changer les choses. Donc, vous avez d'un côté à ma droite, Gorbatchev, nouveau enfin nouveau secrétaire général du Parti communiste de l'URSS. Et à ma gauche, vous avez lui, Ronald Reagan, nouveau président des États-Unis, ancien acteur de western et qui va, vous voyez un peu avec les dessins derrière, on va y revenir aussi, a une conception de la guerre froide un peu en lien avec son passé de cow-boy. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous passer, en espérant que ça marche, deux, trois petits documentaires qui vont illustrer un peu tout mon long propos et qui, j'espère, va permettre de peut-être mieux comprendre que ce que je vous explique là, où c'est peut-être un petit peu confus. Alors, ça non plus pour l'instant, ça peut-être, ça oui, je vais en parler après, ça aussi on finira par ça, et hop hop, voilà, bah, pourquoi j'ai ça alors?
On va passer par là. Donc ici, je vous présente un petit dessin animé. Allez, soyons fous. Euh, Avec des graphismes un peu à la South Park, hein, si vous avez déjà vu ça. Un dessin animé qui a eu son heure de gloire dans les années 90, qui vous résume un petit peu le contexte soviétique et notamment l'arrivée de Gorbatchev et les explications de la glasnost et de la perestroïka. Donc je vous mets ça et je vous retrouve après. Ah oui, alors vous allez voir, alors c'est en VO, je vous ai trouvé les traductions. J'aurais très bien pu le laisser en VO pour vous faire un petit peu réviser aussi un peu d'anglais. Mais vous allez voir, bon, c'est assez compréhensible, mais j'ai mis quand même les traductions. Le type, il est un peu quand même en caricature d'accent américain. On croirait un peu Arnold Schwarzenegger. Donc, je vous laisse les traductions. Je suis sympa. C'est parti. Troika and Glasnost. The Cold War. In the 1980s, the USSR faced a wave of internal problems. The economy was suffering, the political elite was dying out, and corruption was eating away at society. While the people were going hungry, many state officials were traveling with private planes and limousines. Alcoholism was also prevalent, as vodka was one of the cheapest commodities. In the first part of the 1980s, 3 successive Russian leaders died of natural causes. This brought even more instability to a state in crisis. Mikhail Gorbachev appeared on the scene in 1985. Known for his birthmark on his forehead, he gained the nickname the Marked One. Although he was 54, he was one of the youngest members of the Communist Party. His policies were centered around the idea of reforming and modernizing the Soviet Union. He believed the conservative communist approach to be outdated. The USSR was facing new problems, and he proposed new solutions. In over 6.5 years as the Soviet leader, Gorbachev attempted to radically restructure the USSR, which was lagging behind its competition, the United States. 2 policies that marked the era that followed were perestroika and glasnost. Perestroika, or in English, restructuring, was an attempt of Gorbachev to revitalize and westernize the stagnant economy of the Soviet Union. The centralized production of the state was no match for the free-flowing market of the United States. The USSR was struggling to dig themselves out of their economic hole and needed to make changes fast. In the Soviet economy, supply did not meet demand. There was a great deal of money being invested into military projects, such as the war in Afghanistan, but consumer goods were neglected. Agriculture was declining, which led to statewide food shortages. Times were tough, and the Soviet Union even had to resort to importing large amounts of wheat from their fiercest rivals, the United States. Until the second part of the 1980s, all components of production were under the monopoly of the state. Factories were told what to produce, how much they should produce, and what the price of their products should be. There was no competition in the market, and there was no incentive for businesses to do better. Gorbachev proposed a new market model, which would give businesses more freedom. His hope was that a freer market would restore balance slowly and organically. Many of the older members of the Communist Party frowned upon Gorbachev's ambitious plans. They believed that the reforms would mean admitting defeat against the United States in the Cold War and would undermine the basis of the political system that made them great in the first place. The new economic policies implemented by Gorbachev meant that businesses would have more autonomy. Their budget was still decided by the Communist Party, except now they could decide on how to use the money. Workers could elect their own managers. The hope was that this would be an incentive for managers to generate more profit. However, this was often not the case. Nevertheless, the perestroika reforms introduced a level of entrepreneurship and competition in the Soviet market. Small businesses were allowed to open, such as shops or car mechanics, which were independent from the state and relied solely on their own profit. The economy of the USSR, which was previously characterized by centralization and rigorous control, had now made steps towards a capitalist economy. Glasnost, or in English, openness, was the second main reform implemented by Gorbachev. It targeted 3 main affairs: corruption, media, and culture. Corruption was common in the Communist Party. One of the most notable instances of corruption involved Yuri Trebanov, a former Russian leader's son-in-law who got friendly with the Central Asian cotton mafia.
Before being caught and sentenced to 12 years hard labor, thanks to his high rank of general, he protected the mafia and helped rob the USSR of the equivalent of $6.5 billion. With the Glasnost reforms, Gorbachev aimed to increase transparency within the government in order to prevent further financial misconducts. Policies were also introduced to reduce censorship. Censorship was an integral part of state control in the USSR. Newspapers could not print a word without the interference of the state. The media was a tool of Soviet propaganda, and Big Brother was watching over every word. Gorbachev softened censorship and therefore increased the freedom of the press. This was a giant step towards a free media and the free flow of information. People could now speak out against the regime without fear of being sent to gulags. Writers and thinkers who were previously exiled could now live and publish in their homeland. Thanks to the Glasnost policies, which allowed for the freedom of expression, Russian culture began to bloom. Solzhenitsyn was a famous Russian writer who spent 8 years in a Stalinist labor camp for criticizing the dictator in a private letter. Later, he lived in exile in Germany, as he was an outspoken critic of the Soviet Union. Because of Glasnost, extracts of his book The Gulag Archipelago could appear in the Soviet literary magazine Novy Mir in 1989. With his citizenship restored in 1990, he returned to Russia in 1994. Perestroika and Glasnost were radical steps made by Gorbachev to lead the USSR out of a crisis. His ideas improved the USSR's relationship with the West, and most importantly, with the United States. The changes he made marked the beginning of an end, the end of the Soviet Union. The restructuring implemented by him did not lead to the success he envisioned. He was applauded in the West for the democratization of the Soviet Union, for which he was given a Nobel Peace Prize in 1990. However, he slowly lost popularity within the state, which led to his resignation in 1991. By the end of that same year, the Soviet Union had completely broken up into independent nations. He was blamed for the falling apart of the great USSR. Upon seeing the freedoms granted by Perestroika and Glasnost, the satellite states were also craving change. The crisis in the USSR was just as present in the Eastern Bloc, and the people of Eastern Europe were hoping the policies would be introduced in their homelands as well. Gorbachev abandoned the Brezhnev Doctrine, which legitimized Soviet Russia's use of force in the satellite states if they defied communism. The Red Army would no longer suppress uprisings as they did in Hungary in 1956 and in Czechoslovakia in 1968. This brought great changes in the Eastern Bloc. In 1989, the Berlin Wall came down, and the communist rulers all over Eastern Europe began to fall. Although he couldn't lead the Union out of its economic crisis, Gorbachev's reforms marked the beginning of an entirely new Russian Republic. The changes culminated into a strange sight in Moscow, as the babushkas and the dedushkas were lining up in front of the first ever McDonald's in the Soviet Union for their first ever taste of the Big Mac. Bon, vous voyez, une histoire américaine qui se finit bien, c'est une histoire qui se finit avec du Big Mac, manifestement. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Je pense que là, ça résume très très bien les choses. Hein, on va ne faire que les noter très rapidement après. Donc d'un côté, vous voyez, vous avez un chef d'État qui est bien conscient que la situation en URSS n'est plus tenable et donc met en place une double politique, la perestroïka, la restructuration, c'est-à-dire changer les principes économiques et essayer de mettre en place un petit peu d'économie mixte, on va dire, hein, qui va mélanger l'économie d'État, donc les grosses entreprises dominées, contrôlées par l'État, mais aussi quand même l'apparition d'une petite forme de capitalisme dans le secteur des biens de consommation pour remettre en place un peu de motivation auprès de la population pour produire davantage. Et puis, donc la glasnost, la transparence, il s'engage à dire toute la vérité et d'ailleurs, elle fait mal à entendre puisqu'il dit au peuple que voilà, il n'y a plus grand-chose qui va en URSS et qu'il va falloir se retrousser les manches. Pendant ce temps-là, bah, du coup, les Américains qui, comme je vous l'ai dit, ils sont pas fringants en termes d'argent, sont quand même intimement convaincus que ils sont quand même toujours forcément plus riches que l'URSS et que donc c'est peut-être
une situation dont ils peuvent tirer avantage. Et donc Reagan, hein, comme je vous l'avais expliqué avec Thatcher, hein, la fois dernière, mais il joue franc jeu, hein, il dit à son peuple, voilà, moi je ne peux pas gérer à la fois la guerre froide, on ne peut pas me demander de gagner la guerre froide et en même temps de faire vivre les Américains de manière plus satisfaisante par rapport à cette crise. Donc ma priorité, ça sera la guerre froide, et puis quand on aura triomphé de cette guerre froide, on pourra s'occuper du bien-être des Américains. Mais si vous êtes des Américains, vous êtes fiers d'être Américains, vous accepterez ce sacrifice pour permettre à votre pays de triompher de l'ennemi, hein. C'est pour ça, je vous rappelle, dans son discours d'investiture, hein, il le dit clairement, hein, il a été élu, donc il a l'accord du peuple, hein, pour ça. Du coup, il sait qu'il a les mains libres pour pouvoir relancer un petit peu cette guerre froide. Hein. Il dit America is back, hein, les États-Unis sont de retour. Et il le décrit dans son discours, et il évoque l'URSS en la qualifiant d'empire du mal, hein. Donc nous revoilà un peu dans cette logique un peu mystique, hein, toujours qu'on a aux États-Unis, hein, des forces du bien contre des forces du mal, de peuples élus, hein, parce que les Américains sont toujours considérés qu'ils sont le peuple élu, voilà, on devient, ça devient quasiment une mission, hein, quasi religieuse, hein, voilà, de triompher de ces forces du mal. Et donc, il relance l'armement, il refabrique des armes, ce qui oblige l'URSS, toujours dans le cadre de l'équilibre de la terreur, de devoir aussi refabriquer des armes pour tenir l'équilibre. S'il y a rupture d'équilibre, là, il y a danger. Et à un moment donné, Ronald Reagan annonce qu'il met en place, qu'il finalise un projet IDS, hein, donc Initiative de défense stratégique, qu'on va plus simplement appeler Star Wars, parce que c'est l'époque aussi où ces films sortent, et on entrevoit le futur, hein, avec là aussi, si vous connaissez ces films, j'imagine, des forces du bien contre des forces du mal, hein, autrement dit, là, plutôt les forces obscures, hein, mais voilà, on a compris. Donc il y a une lecture aussi guerre froide, hein, dans la guerre des étoiles. Et là, c'est pareil, je vais vous montrer un petit documentaire très rapide sur ce projet IDS qui va mettre toute l'URSS en émoi. Alors, hop hop, c'est toujours pas celle-là, donc celle-là je peux l'enlever, on l'a vu. Euh, c'est pas ici non plus, j'ai pas de chance, décidément. Là non plus. Ah, alors c'était où? Bah voilà, c'est ça, la guerre des étoiles. Donc on y va. Alors, ça c'est fait, ça c'est toujours pas fait. Ça je peux l'enlever. Donc je reviens ici. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, hein, c'est que c'est quelque chose de totalement nouveau, hein. Là, on vous dit à la fin que l'URSS, elle était capable de détruire un missile, enfin un satellite, mais là, on est dans quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que là, pour les Américains, ce qui est mis en place, c'est que vous avez des satellites vont être capables de détecter le décollage d'un missile nucléaire, hein, et va donner l'information à un autre type de satellite qui enverra un rayon laser qui sera capable de détruire le missile. Et donc, Reagan annonce que voilà, ça se fait en quelques secondes. Ce qui fait que ça change tout. C'est-à-dire que le missile nucléaire, il explose dans sa phase de décollage. C'est-à-dire que celui qui l'envoie, c'est celui qui va le prendre dans la figure, en quelque sorte. Et donc, l'URSS n'a pas du tout ça en magasin, hein. Et donc, elle fait fonctionner son réseau d'espions, hein, pour essayer d'obtenir des informations, voire obtenir le mode de fonctionnement. Les espions tombent des nues en disant on ne comprend pas, ça nous est passé complètement à travers les mains, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, du coup, l'URSS active ses chercheurs en disant il faut absolument trouver un système équivalent, parce que sinon, bah, tout notre arsenal nucléaire est obsolète. Les savants soviétiques disent que c'est techniquement impossible à ce moment-là de faire ça, que les Américains ils ont 20 ans d'avance sur les autres et qu'il y a un problème. Et en fait, on saura après coup que c'était un gigantesque coup de bluff. Alors oui, il y avait
il y avait des projets, il y avait des études, mais il y avait probablement un moyen technologique de le faire, mais ça a coûté une telle fortune que le Sénat américain s'est opposé à la mise en place, au financement de ce projet IDS. Et Reagan a négocié avec le Sénat secrètement en disant OK, vous ne voulez pas le financer, on ne le finance pas, mais surtout, vous ne dites pas que le projet n'est pas financé. Il faut faire croire aux Américains qu'on est en train de le finaliser euh, pour perturber l'URSS. Ce que le Sénat acceptera. Donc tout sera fait comme si en fait, le projet avait été accepté, qu'il était en cours de réalisation, voire même en cours de finalisation, ce qui a entraîné, là encore une fois, l'URSS à augmenter ses dépenses pour essayer de chercher une parade à cette nouvelle forme de guerre qui s'annonce et pour laquelle là ils sont complètement désarmés. Voilà, alors du coup, pour essayer de récupérer un peu d'argent ou de limiter un peu les dépenses, hein, elle essaye de revoir un peu les négociations économiques, enfin les commerciales, notamment avec les pays alliés. Donc, elle fait pression sur les démocraties populaires pour acheter leurs produits de moins en moins chers et de vendre les produits soviétiques de plus en plus chers. Ce qui fait que du coup, la crise économique soviétique, elle se transmet petit à petit aux États qui sont alliés à l'URSS, qui voient leur balance commerciale s'effondrer, à acheter des produits soviétiques de plus en plus chers. Et de toute façon, ils ne peuvent acheter qu'à l'URSS. Hein, et à vendre leurs produits de moins en moins chers, sachant qu'ils ne peuvent vendre qu'à l'URSS. Et donc, ils se retrouvent un peu pieds et poings liés et bien sûr, la population l'accepte pas du tout. Donc voilà, je ne reviens pas dessus. Hein, Gorbatchev, on commence à le connaître. Donc réforme économique, perestroïka, restructuration et la transparence, la glasnost. Donc du coup, Gorbatchev, il sent que le mécontentement gagne dans son pays, mais encore une fois, il, euh, il est pieds et poings liés lui aussi face aux États-Unis pour cette nouvelle guerre froide, enfin cette guerre des étoiles pour laquelle il n'a pas de solution. Et donc, finalement, il demande à rencontrer Reagan et à discuter avec lui, tout au moins pour faire une pause dans la guerre froide, en disant, voilà, on arrête de chercher des noises et ça me permettra, moi, de remettre un peu de l'ordre dans mon monde soviétique, dans mon monde communiste, parce que là, ça va pas très bien. Et donc Reagan accepte un peu l'idée, mais en disant, voilà, si on fait une pause, c'est avant tout pour que vous fassiez des réformes démocratiques, hein, et que vous instauriez de la démocratie dans le régime communiste. Et donc, Gorbatchev, qui n'a pas trop le choix, hein, s'il veut cette pause, s'engage effectivement à mettre en place des réformes démocratiques. Donc, je ne développe pas plus, hein, puisque vous avez vu un reportage le dessin animé là, qui vous montrait un petit peu. Donc, petit à petit, comme Gorbatchev fait comment dire, donne des signes de bonne volonté envers son peuple en disant on va changer les choses, on va apporter un peu de démocratie, la population s'engouffre dans la brèche, hein, et va vouloir toujours un peu plus de liberté et un peu plus de démocratie, ce qui va entraîner l'explosion de l'URSS, sachant que même l'armée rouge n'a plus les moyens de contrer les manifestations populaires. Et dans un deuxième temps, vous l'avez vu dans le dessin animé, les démocraties populaires vont en faire de même. Hein, les populations euh, vont manifester pour obtenir leur indépendance et la liberté. Là où ça va se cristalliser, bien sûr, l'événement le plus médiatique, ça va être la chute du mur de Berlin, sur lequel on va revenir quelques instants, où donc ça se fait en novembre 89 pour fêter, hein, les 40 ans de la création de la RDA. Et donc Gorbatchev arrive, est invité, hein, à Berlin pour fêter ça, et puis c'est la catastrophe, quoi, au moment de la grande manifestation, la grande parade qui devait voilà, fêter les 40 ans. En fait, c'est une manifestation d'opposition qui éclate, et donc le chef d'État de Berlin-Est, hein,
Honecker, si je me souviens bien, en fait, demande à Gorbatchev en disant il faut amener les chars, faut que l'armée rouge débarque et remette de l'ordre dans la ville, parce que sinon ça va partir en vrille. Et Gorbatchev lui répond que il n'a pas, il a pas les moyens, il n'a pas ni l'envie ni les moyens de faire venir l'armée rouge qui n'est plus en état de remettre de l'ordre. Et puis il n'est même pas convaincu d'ailleurs que les soldats de l'armée rouge s'opposeront aux manifestations du peuple, et donc il dit qu'il ne fera rien. Et donc forcément, la population qui entend ça se précipite sur le mur et casse le mur. Alors, ça va se répandre dans tous les pays alliés de l'URSS, des fois relativement bien, comme en Tchécoslovaquie, on va voir un exemple, et puis des fois particulièrement mal, comme en Roumanie avec Ceausescu. Donc je vous emmène dans tous ces pays. On voyage aujourd'hui. Alors, hop, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça, pas tout de suite, ça, pas tout de suite. Ça, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Ah oui, non, ça, bah oui, ça, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la Tchécoslovaquie. Une transition politique pacifique, c'est ce qui caractérise... Faux départ, il faut être logique dans l'histoire. On va commencer par le mur de Berlin. C'est parti. Du 9 novembre 1989. Je recommence. Dans la nuit du 9 novembre 1989, des dizaines de milliers d'Allemands se massent le long du mur de Berlin qui divise la ville depuis 28 ans. À l'est, les postes de contrôle sont pris d'assaut par la foule qui exige de passer, sous les yeux ahuris des gardes frontières. Vers 23 heures, l'affluence est telle qu'un premier point de passage est ouvert devant les caméras de télévision du monde entier. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant toute la nuit et dans les jours qui suivent, à coups de pioche et de marteau, dans l'euphorie générale, Berlinois de l'Est et de l'Ouest entament alors la démolition de ce mur de la honte. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et sa capitale sont partagées en 4 zones d'occupation par les puissances victorieuses. La zone soviétique, la zone américaine, la zone britannique et la zone française. Mais très vite, l'unité des vainqueurs se fissure et les relations entre les États-Unis et l'URSS se dégradent. C'est le début de la guerre froide. À l'image d'un monde désormais devenu bipolaire, 2 Allemagnes hostiles se font face. À l'ouest, les puissances occidentales qui forment la République fédérale d'Allemagne. À l'est, les soviétiques qui créent la République démocratique allemande. Berlin, quant à elle, est coupée en 2. Dictature communiste d'un côté, vitrine capitaliste de l'autre. La ville devient bientôt le symbole d'une guerre froide qui s'intensifie. Dans les années 50, plus de 2 millions de citoyens fuient le régime totalitaire est-allemand pour s'installer à l'ouest. Pour arrêter l'hémorragie, la RDA ferme progressivement ses frontières, jusqu'à les rendre complètement étanches. Le 13 août 1961, au petit matin, les Berlinois découvrent avec stupeur un mur de briques de barbelés empêchant de circuler entre l'est et l'ouest de la ville. Dans les jours qui suivent, des hommes et des femmes tentent de s'échapper à l'ouest. Ils se faufilent entre les palissades encore en construction ou sautent des immeubles qui longent cette sordide ligne de démarcation. Et bientôt, les briques se transforment en béton et le mur se métamorphose en une véritable muraille de plus de 3 mètres de haut, surplombée de miradors et surveillée par des milliers de soldats armés, les Vaupo. Les nouveaux travaux comporteront des barbelés, 10 mètres de terre labourée, 30 mètres de terrain nu, des barbelés, un champ de mine de 25 mètres, des barbelés, 130 mètres de terrain où toute végétation et toute construction auront été supprimées. Malgré les marches de protestation, les appels à la paix et les interventions politiques, les années passent et le mur demeure, froid, impénétrable, abject. Alors on redouble d'ingéniosité pour s'échapper. À chacun de ces retours de Berlin-Est, un deuxième passager était du voyage, insoupçonnable dans une voiture de cette taille. Inlassablement, les familles et les amants qui ont été séparés continuent de se donner rendez-vous le long de cette absurde fortification pour échanger un signe ou un regard. Ils devront attendre presque 30 ans pour être enfin réunis.
1985, Mikhail Gorbatchev est élu à la tête de l'URSS et promet de réformer en profondeur le système soviétique pour le rendre plus efficace. C'est la perestroïka. Un vent de changement souffle sur l'URSS et les pays satellites se libèrent du joug communiste. En 1989, le rideau de fer s'effrite. La Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche. Puis c'est la Tchécoslovaquie. À l'inverse de la Hongrie, en Allemagne de l'Est, les dirigeants sont d'accord, eux, pour ne rien changer, et cela malgré la fuite de leurs concitoyens. Ce n'est pas du tout l'avis des milliers de manifestants qui, un peu partout dans le pays, demandent plus de liberté. Le 9 novembre, tout bascule. Vers 19h, Günther Schabowski, un homme politique est-allemand, annonce que les Allemands de l'Est peuvent voyager librement, sans condition et sans délai. La nouvelle, qui ne devait pas être annoncée aussitôt, fait l'effet d'une bombe et se répand comme une traînée de poudre. Historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'immigration avec la RFA et Berlin-Ouest, tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. En clair, c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncée ce soir. Le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, s'effondre, entraînant avec lui la chute de l'URSS. Voilà, alors ça c'était la chute du mur de Berlin, j'espère que vous avez bien compris. Et donc, à l'issue de cette chute, hein, du principal allié soviétique en Europe centrale, enfin en Europe ouais, du centre voire de l'Ouest un peu, ça se répand dans les autres pays. Alors des fois ça se passe bien et des fois ça se passe mal. Donc, je vous donne l'exemple où ça se passe bien en Tchécoslovaquie, et puis après, on verra l'exemple où ça se passe mal en Roumanie. Le processus qui a abouti. Une transition politique pacifique, c'est ce qui caractérise le processus qui a abouti à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie en 1989. On parle de la révolution de velours. C'était il y a 25 ans, le 17 novembre, des milliers de personnes sont réunies dans les rues de Prague, la capitale, pour commémorer la journée internationale de l'étudiant. Les manifestants sont alors dispersés à coups de matraque par la police. Cette démonstration de force choque l'opinion qui décide de se mobiliser immédiatement. S'ensuit toute une série de manifestations populaires et pacifiques qui conduiront à la fin du communisme en Tchécoslovaquie. À Prague, le 19 novembre, le Forum civique est formé. Le mouvement contestataire est constitué des principaux dissidents tchèques, parmi lesquels le dramaturge Václav Havel. Chaque jour, les manifestants gagnent du terrain, fermement, mais en douceur. Le 24 novembre, toute la direction du Parti communiste, dont le secrétaire général Milosiakès a démissionné, l'une des dictatures communistes les plus répressives d'Europe de l'Est, a été renversée. Un mois plus tard, le 29 décembre 1989, le leader de l'opposition, Václav Havel, arrive à la tête du pays. Il est le premier président démocratiquement élu. Celui souvent appelé le président philosophe sera d'abord président de la République fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992, puis président de la République tchèque de 1993 à 2003. Car pour le pays, la chute du communisme ne sera qu'une transition. En 1992, en raison de la montée des tensions nationalistes au sein du gouvernement, la Tchécoslovaquie est dissoute. Le 1er janvier 1993, la République tchèque et la Slovaquie deviennent deux États indépendants. 25 ans plus tard, les avis sont partagés. Selon un récent sondage publié par le Centre d'études de l'opinion publique et l'Institut des affaires publiques de Bratislava, environ 2/3 des Tchèques considèrent que la révolution de velours en valait la peine, mais seulement 58% des Slovaques interrogés voient cet événement de manière positive. Ce qui n'est pas étonnant, puisque la Tchécoslovaquie, la partie tchèque, était beaucoup plus riche que la partie slovaque. Alors, voilà pour la révolution de velours. On va quand même pas aller voir Daniel Balavoine. Et il me restait, ça c'est pas pour vous, voilà, la révolution de palais avec la Roumanie de Ceausescu.
Nicolae Ceausescu dirigeait son pays d'une poigne de fer et se pensait insubmersible. Surnommé le génie des Carpates, le dictateur roumain n'a pas vu venir la chute de son régime communiste. Alors que son peuple subissait pauvreté et terreur, lui et sa femme vivaient dans la prospérité et l'abondance. La révolution sanglante de 1989 allait mettre brusquement fin à cette page de l'histoire du pays. Le 16 décembre 1989, les habitants de Timișoara se soulèvent contre l'arrestation du pasteur Laszlo Tokes, défenseur des droits des minorités hongroises. Le 21, une manifestation d'ouvriers conspue le régime dictatorial devant le siège du Parti communiste, à Bucarest. La vague révolutionnaire qui déferle sur le pays ne va pas tarder à prendre en étau les époux Ceausescu. Le couple prend la fuite, mais très vite arrêtés, Nicolae et sa femme sont jugés sommairement. Jusqu'au bout, le tyran accusera ses juges d'être des traîtres et ne montrera aucun signe de faiblesse. Reconnus coupables de génocide et de détournement de fonds, ils sont tous les deux fusillés. Le communiqué tombe. Nicolae et Elena Ceausescu ont été condamnés à mort et à la confiscation de leur fortune. La sentence est définitive et a été exécutée. Ces événements seront les premiers à être intégralement retransmis par la télévision. Alors, pour la petite histoire, les amis, moi j'ai suivi ça en direct. Tous ces événements-là, je les ai vécus en direct. La chute du mur de Berlin, hop, 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 on s'emballe. La chute du mur de Berlin, j'ai passé la nuit devant la télé à regarder ça. Et puis le procès, j'ai vu le procès de Ceausescu en direct, c'était assez édifiant, notamment quand sa femme surtout parlait, elle insultait de tous les noms le pseudo-tribunal, hein, parce que c'était des gens qui n'avaient rien du tout, enfin c'était un procès qui n'était pas du tout préparé, organisé par des gens qui n'en avaient pas les compétences, et puis donc c'était qu'un flot d'insultes, et à un moment donné, le tribunal en a eu marre, ont décrété qu'ils étaient coupables, ils les ont embarqués tous les deux dans la cour, et puis ils les ont abattus, quoi. Et ça c'était en direct, quoi. C'était un truc assez incroyable à voir. Voilà, alors je reviens 2 secondes avant de conclure sur ce chapitre. Donc on a vu un petit peu les événements de la chute donc, de l'URSS, l'effondrement des démocraties populaires. Vous avez ici un petit tableau qui résume un petit peu de manière chronologique les événements qui se sont passés donc, à l'Est. Et donc ce vent de démocratie, hein, il est en train de se répandre partout dans le monde, et à un moment donné, ça arrive en Chine, et on croit à ce moment-là que ça va aussi mettre fin au régime communiste chinois, que ce mouvement démocratique dans le monde, il est inexorable, et que voilà, tous les pays vont devenir démocratiques. Ça ne va pas se passer comme ça du tout en Chine. Qui donc ne se laissera pas faire. Je vais vous montrer une petite vidéo là-dessus après. Donc voilà, bah ça on en a déjà parlé aussi avec les documentaires, donc vous pourrez compléter le cours si vous voulez en faisant pause, puisque ça reprend les premiers documents que je vous ai montrés tout à l'heure avec la caricature de Plantu et la petite photo de la tentative du coup d'État communiste en 91 qui échoue. Et donc le 3 décembre 91, l'URSS qui bien sûr n'a plus du tout les moyens de maintenir une guerre froide, puisque l'URSS n'existe quasiment plus à ce moment-là, et tous les alliés ont lâché l'URSS, signe la paix avec les États-Unis, c'est la fin de la guerre froide. Et puis le 25 décembre 91, Gorbatchev, qui n'est plus chef de rien du tout, puisque tout est parti en lambeaux, démissionne, et c'est donc la fin aussi de l'URSS. Donc, vous voyez, en quelques jours, en 91, en 89, on peut dire que l'URSS est hors jeu. En 91, c'est officiellement la fin de la guerre froide et la fin de l'URSS. Voilà. Donc vous avez une petite conclusion, mais bon, vous la lirez tranquillement. Et puis, si je voudrais revenir quand même 2 secondes sur un tout petit reportage sur la place Tiananmen en Chine.
6世纪哦，没有听说过。Chinese government wants the next generation to forget it or with their propaganda to distortion the historical facts. So for me, it's not just the anniversary. For me, that's on a daily basis. Voilà, donc le régime communiste chinois, lui, manifestement, n'est pas là de tomber, même si voilà, il s'est légèrement assoupli. On constate quand même que, bon, quand je dis assoupli, c'est notamment avec je suis en train de regarder, j'ai l'impression que ça va plus marcher ma vidéo, mais bon. Avec les Ouïghours, avec le virus, hein, on n'est pas toujours très net. Voilà, la vidéo continue, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, le régime tient bon. Alors voilà, écoutez, j'espère que c'était acceptable comme vidéo. J'ai essayé de mettre un peu de vidéo pour histoire que ça ne soit pas uniquement que des dates, des noms de bonhommes et des noms de pays. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous sentez que c'est un peu difficile à comprendre ou ça n'a pas été très clair. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.